Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la CCI Toulouse Haute-Garonne. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire du programme 2021 des actions engagées par le réseau des CCI d'Occitanie en faveur du parcours Industrie du futur, dispositif porté par la région Occitanie et cofinancé par l'État. Alors, ce programme 2021 comprend également la valorisation des offreurs de solutions industrie du futur, notamment par le développement à l'échelle régionale du club des offreurs de solutions, créé depuis 2017, et aussi l'organisation sur des salons comme le CIAN, par exemple, de vitrine industrie du futur, espace de démonstration spécifique dédié à l'industrie du futur, en présentiel ou en virtuel en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Nous verrons ce qui se passera ultérieurement. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. La thématique abordée ce jour traite de la gestion des ressources et de l'équilibrage entre charges et capacités au sein des fonctions de l'entreprise, exercice d'autant plus difficile en période d'incertitude. Pour échanger sur le sujet, nous recevons pour SILAD Consulting, qui est un cabinet expert référencé par la région Occitanie pour le parcours Industrie du futur et qui rejoint le club des offreurs de solutions Occitanie, Laurence Massat, qui est la directrice associée, Nicolas Comte, manager senior, et Pierre-Antoine Chandon, manager. Nous accueillons également François Quintel, manager R&D chez Radial, entreprise donc spécialisée dans la conception et la production de connecteurs électroniques et qui nous fera part, bien entendu, de son retour d'expérience et de son expérience, son échange avec SILAD. Et Christophe Bentanax, directeur de projet mutation industrielle à la région Occitanie, qui interviendra quant à lui sur le parcours Industrie du futur. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Il sera retransmis en live sur la page Facebook de la CCI de Toulouse. Et sachez également que le Facebook Live est enregistré et que vous pouvez consulter le replay à tout moment sur la page Facebook de la CCI de Toulouse. Donc, dans la première partie de ce webinaire, nous allons laisser bien entendu la parole aux intervenants et la deuxième partie sera consacrée à vos questions, donc n'hésitez pas dès maintenant à les poser. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, nous avons coupé vos micros. Nous vous invitons à poser vos questions dès maintenant via l'onglet « Converser » dans le bandeau en bas de l'application. Et nos modérateurs donc, liront l'ensemble des questions et les soumettront aux intervenants. Voilà, nous tenterons bien entendu de répondre à un maximum de questions pendant le webinaire. Pour les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu aujourd'hui, nous vous inviterons à la fin du webinaire à prendre contact directement avec les intervenants. Nous vous communiquerons bien entendu leurs coordonnées. Bien voilà, il est temps de passer la parole aux intervenants et je laisse la parole donc à Laurence Massat. Merci Sylvie pour cette introduction et merci pour cette invitation à venir faire ce témoignage. Et je remercie surtout François Quintel de Radial qui va venir finalement, plus que témoigner, vous présenter un retour d'expérience qu'on espère intéressant et surtout pratique. Voilà. Donc Pierre-Antoine, je te laisse aller à la slide suivante. Donc le cas qu'on va vous présenter, on va le faire à 3 voix. Hein. Rapidement, chacun se présentera. Donc je le ferai avec moi-même. Je suis une directrice associée de SILAD Consulting au bureau de Toulouse. Je serai accompagnée de Nicolas Comte, qui est très impliqué sur les sujets industrie du futur en Occitanie, de Pierre-Antoine Chandon, qui est le manager qui a géré le projet Radial, et donc de François Quintel de Radial. Voilà. Rapidement, SILAD Consulting, donc on est un cabinet de conseil plutôt généraliste, conseiller en management qui intervient pour accompagner des groupes industriels, des PME, des ETI de toute taille sur l'amélioration de leur performance, leur transformation digitale, leur transformation opérationnelle et le développement de leurs activités. On est une centaine de consultants
140 si on compte une branche d'experts en transition management et en intérim management. Au bureau de Toulouse, on est une vingtaine. Le cabinet a été créé à Toulouse et maintenant compte 6 bureaux un peu partout dans le monde. Bon, à Paris, bien entendu, qui reste le siège, en Allemagne, en Suisse, au Canada et en Australie. Et on travaille essentiellement pour l'industrie, tout type d'activité que vous voyez là, hein, notamment l'aéronautique, spatiale, défense, électronique, santé, agroalimentaire, énergie, transport. On travaille également un petit peu pour les services. Et c'est vrai que je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. On fait partie des cabinets qui sont référencés par la région dans le cadre de l'accompagnement sur l'industrie du futur. Voilà. François, je te laisse te présenter et présenter Radial. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi, je suis François Quintel, je suis responsable d'un des bureaux d'études de Radial. Alors Radial, on est une société française, hein, une ETI de 3000 salariés, dont à peu près la moitié en France, avec des activités industrielles dans le domaine de la connectique en général, donc des composants d'extrémité pour différents marchés aéronautiques, défense, spatiale, télécom. Donc aujourd'hui, je vais pas rentrer plus dans le détail, hein, sur Radial. Donc simplement pour ce qui me concerne, moi je suis rattaché à l'activité Optical Interconnect Solutions, donc composants d'extrémité en optique, donc avec aujourd'hui un témoignage sur la partie management des ressources de développement et on verra comment on a déployé des outils de gestion de la charge pour améliorer notre capacité à bien travailler, à bien servir nos clients. Donc le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui a effectivement été fait dans un cadre particulier que François vous présentera, il s'applique en fait à pas mal de contextes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les enjeux de l'industrie du futur ou bien du futur de l'industrie. Donc c'est vrai que quand on a commencé le programme Industrie du futur, c'était avant la crise Covid. Certes, la crise n'a pas touché tous les secteurs d'activité de la même façon, hein. Il y en a certains même dans la santé notamment qui ont eu des crises de croissance à adresser, mais pas mal d'industries se sont trouvées quand même confrontées à cette crise, avec à très court terme pour les dirigeants la nécessité de gérer cette crise. Donc ça, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Et aujourd'hui, on se retrouve entre la deuxième et la troisième phase, c'est-à-dire accompagner le redémarrage ou le rebond ou la remontée en cadence après la crise, avec à la fois des contraintes sanitaires et de protection de ses salariés, de ses clients et de ses prestataires, de gestion de la demande qui est souvent très, très variable, avec très peu de prédictibilité qui complexifie un petit peu la donne, d'adaptation des moyens, que ce soit les moyens industriels ou les ressources humaines et les compétences dans une phase très fluctuante, de pilotage de la chaîne de valeur et bien entendu de pilotage au cordeau de la performance économique et des risques économiques qui pèsent sur l'entreprise. Ça, c'est ce qui est fait pour la plupart des dirigeants en ce moment, hein, avec d'ores et déjà en tête la façon dont les sociétés peuvent se repenser si elles regardent des perspectives un peu plus long terme sur la mise en place de ce que nous on appelle le nouveau normal ou ce que les entreprises peuvent devenir pour préparer le futur. Cette crise a incité bon nombre d'entreprises à revoir leur stratégie, que ce soit le mix produit, que ce soit la répartition sectorielle, identifier de nouveaux secteurs d'activité sur lesquels développer des marchés, travailler des nouveaux modèles économiques, revoir la chaîne d'approvisionnement pour être peut-être un peu moins dépendant de zones plus exposées, mettre en place une organisation plus agile, plus transversale, identifier des opportunités de fusion-acquisition ou de relocalisation. Ça va être également des accélérations de digitalisation et de modernisation d'automatisation, et puis co-construire une organisation qui va être plus agile aussi dans la gestion de ses ressources. Donc, c'est vrai que tout au long de la crise, de la sortie de crise et de la préparation du futur, dans l'industrie, on retrouve cette notion de pilotage des ressources humaines, et d'adéquation charge-capacité avec une visibilité qui est de plus en plus courte et qui est de plus en plus difficile et qui nécessite des changements réguliers, en tout cas une adaptabilité sur l'allocation des ressources. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ce
ce cas aujourd'hui et ce retour d'expérience à ce sujet. Voilà. Alors, ouais, quelques mots sur le cadre de travail qu'on a construit ensemble avec SILAD. Donc, il s'agit donc, comme je le disais tout à l'heure, d'un travail sur un périmètre de gestion de ressources dans le domaine de la R&D, hein, du développement de produits ou de procédés, pour 2 des 4 business units de Radial sur un site industriel en France. Et donc, c'est un travail qui correspond à la gestion de la ressource pour à peu près 35 personnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, les particularités qui ont conduit à la nécessité de ce travail, c'est dans ce métier du développement, des variétés au niveau des marchés, des clients, de la façon dont ils travaillent, et des variétés également dans la typologie des développements qu'on peut être amené à faire, donc de choses très simples à des choses beaucoup plus complexes avec des temps de cycle beaucoup plus longs. Faisant appel, le deuxième point très important, faisant appel à des ressources humaines avec des profils et des compétences très particulières et très spécifiques, oui, avec dans nos études régulièrement donc des contraintes liées à la compétence technique pour réaliser telle ou telle tâche. Et puis le troisième élément qui était très important dans notre contexte, dans notre situation de départ, ce sont des compétences qui sont très partagées entre plusieurs projets. On n'a pas de ressources qu'on dédie à telle ou telle activité. Ce sont les mêmes compétences qu'on va distribuer sur tout un tas de projets en l'occurrence. Donc tout ça crée un sentiment général de surcharge, de difficulté à prendre des engagements avec des certitudes ou en tout cas un sentiment de confiance dans la capacité à faire, des décisions qui étaient parfois prises sans suffisamment de données tangibles et factuelles pour éclairer la décision, et au global finalement assez peu de visibilité sur le moyen long terme. Passer à la suite. Oui, tout à fait. L'enjeu, hein, comme l'a mentionné en son introduction, c'est effectivement de pouvoir avoir plus de visibilité sur la charge, hein, et notamment de pouvoir modéliser cette charge sur plusieurs horizons de temps, afin de faciliter les décisions prises toutes les semaines pour allouer les ressources sur le court terme, tous les mois ou 2 mois pour allouer les ressources sur le moyen terme, et tous les trimestres pour allouer les ressources sur moyen long terme. Donc, en fait, quatre enjeux majeurs. Un, modéliser au plus juste la charge, pour chacun des horizons que je viens de définir. Ce qui est également important dans un exercice de charge CAPA, c'est d'impliquer toutes les fonctions, à la fois les métiers, les projets qui sont demandeurs en ressources, et puis bien évidemment la finance dans un processus commun. Évidemment, on pilote la capacité en fonction du besoin réel, et l'enjeu également, c'est d'identifier les compétences critiques qui, du coup, vont faire le délai au niveau des projets qui vont, et donc, du coup, qui vont permettre de sélectionner les projets importants. Et puis, tout ça permet de faciliter la prise de décision, hein. Quand on a une modélisation de la charge, c'est quelque chose de factuel qui doit permettre de prioriser les projets, d'anticiper, et puis, encore une fois, d'identifier ce qui est critique en termes de compétences. Excusez-moi, j'étais en mute. Ce projet a été conduit dans le cadre cette activité de gestion des ressources a été conduite dans le cadre d'un projet un peu plus large sur une transformation plus globale du mode de pilotage des développements produits, hein. On parle d'un portefeuille de projets avec un mode projet. Et c'est vrai que généralement, on a tendance à prendre ces projets d'optimisation du pilotage de portefeuille sous 3 verticales, hein. La sélection et le pilotage du portefeuille, le pilotage en multi-projet et le pilotage projet. Les sujets d'adéquation charge-capacité qu'on va travailler et qu'on va vous expliquer juste après font vraiment partie de l'axe pilotage multi-projet.
Et on est venu regarder, vous allez le voir, toutes les dimensions qui vont contribuer à la performance de ce pilotage, à la fois les processus et les outils, d'adéquation charge-capacité, d'allocation des ressources, de suivi d'avancement et du processus de décision, et les aspects organisation et gouvernance, qui fait quoi, quels sont les différents rôles et responsabilités dans ce pilotage des ressources entre le métier, entre l'axe projet, qui est généralement transverse à l'entreprise, et puis dans quel type de rituel, dans quel type d'instance on vient prendre les décisions, à quel niveau, à quel étage, à quelle fréquence, qui prend quelle décision au sujet de cette allocation des ressources. Et bien entendu, le dernier volet qui a été important dans le projet, c'est tout le volet facteur humain. D'abord parce qu'on embarque du pilotage des ressources et que ce sont avant tout des hommes et des femmes, et que ça vient travailler aussi sur la culture de la transversalité, de la transparence, sur l'esprit d'équipe, le fait de développer un langage commun qui permet d'objectiver des décisions liées aux ressources qui sont souvent un peu émotionnelles, et avec un gros volet conduite de changement tout au long du projet. Voilà. Donc, effectivement, l'exercice charge-capacité, on en a parlé tout à l'heure, hein, est mis en place sur plusieurs horizons de temps, donc par conséquent, sur plusieurs niveaux. On parlait de 3 horizons, donc 3 niveaux. Un niveau, je vais commencer par le bas, opérationnel, où effectivement, l'objectif, c'est de se dire toutes les semaines, je me projette à un horizon de 1 à 4 semaines pour voir quelle est ma charge. Et donc, par personne, hein, de manière individuelle, j'alloue mes ressources en fonction des priorités et de la charge de chaque projet. Alors, bien évidemment, cela est possible si on a les besoins projets en termes de livrables, et puis évidemment, si nos ressources sont disponibles en termes de compétences et également de capacités. Et donc, ça permet de se projeter, d'avoir un planning à horizon 4 semaines. Le niveau du milieu, on le nomme niveau tactique, parce que là, on se projette pour le coup à un horizon moyen terme, donc 6 mois pour Radial. Et là, on est plutôt sur une granularité du profil, c'est-à-dire qu'on vous expliquera tout à l'heure comment tout ça a été construit, mais on a alloué à chaque ressource une compétence, un profil. Et donc là, ça permet d'avoir, en fonction de la charge des projets, des charges par profil. Et donc, d'allouer les ressources sur 6 mois en fonction des besoins exprimés par les projets et encore une fois de la capacité disponible par profil. Et puis le niveau le plus long terme, c'est-à-dire on appelle stratégique, celui du haut. Là, on se projette à 2 ans avec une granularité mensuelle. Et l'idée, donc, c'est tous les trimestres de se mettre d'accord en fonction, cette fois-ci, du projet, et du portefeuille projet, pardon, et donc du coup des projets qui sont à lancer ou pas. Et bien, ça permet de se positionner sur la charge à 12, 18, 24 mois, et donc, par conséquent, d'identifier éventuellement des besoins de formation, des besoins de recrutement, et en point de vue plus large, comment seront dimensionnées les équipes pour répondre à la charge appelée. Alors, on va maintenant, en fait, ça c'est vraiment la structure de la présentation, vous expliquer comment très concrètement ont été construits ces modèles de charge sur chacun des niveaux présentés. François, je te laisse. Ouais, tout à fait. J'enchaîne. Donc, donc cette slide se positionne en fait au niveau stratégique. Hein. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de ce magnifique graphique. Donc, effectivement, comme Pierre-Antoine l'a expliqué, il y a plusieurs grands principes pour permettre d'avoir une vision de la charge à cet horizon, sur un horizon de temps long. Donc, premier point, donc c'est effectivement la mise en place de standards qui sont basés donc sur
la typologie des projets. Hein, donc, on en a parlé tout à l'heure dans l'introduction. Il peut y avoir des projets qui soient simples, donc avec pour ce qui concerne notre métier du développement, des choses qui sont très proches d'autres produits ou d'autres procédés. Des projets intermédiaires avec des travails plus ambitieux, un peu plus de risques, et puis bien sûr les projets les plus complexes où on amène par exemple une technologie nouvelle, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc associé à cette typologie de projet, on va avoir une charge plus ou moins importante et puis un certain nombre de besoins selon des profils qui peuvent différer. Et donc la deuxième élément important de la définition des standards, c'est effectivement les compétences dont on a besoin pour réaliser le développement. Et donc, on a là travaillé spécifiquement, donc, selon les bureaux d'études, on a raisonné par type de bureau d'études au sein de Radial, et donc par type de ligne de produits, de produits des différentes business units. On a donc des compétences associées pour développer ces solutions. Et pour ce qui concerne mon équipe, on avait donc défini 8 ou 9 compétences différentes. On a d'abord cherché à faire le plus simple possible, puis on s'est aperçu qu'il fallait quand même avoir une certaine finesse, je dirais, dans l'analyse des compétences pour pouvoir adresser les points un petit peu goulets d'étranglement en termes de charge. Donc ça, ces deux approches, typologie de projet et profil des compétences, vont définir le cadre. Ensuite, on se base un peu sur l'historique hein, pour à partir de notre vécu dimensionner en fait sur des hypothèses de temps associées à la complexité des projets, une charge théorique répartie selon les différents profils de compétences. Donc ça définit les standards, et ces standards, en fait, on vient les repositionner dans un tableau en fonction de dates clés, de dates de jalons qui correspondent à des phases qui sont connues et qui correspondent pour ce qui nous concerne, à nos procédures de développement avec des choses très cadrées. Je pense qu'on peut retrouver des choses similaires dans la plupart des métiers, de la plupart des industries. Donc, ensuite, l'idée de la vision stratégique donc, et des échanges qu'on a pour partager la problématique de charge à long terme, c'est de transformer cette charge en quelque chose de le plus réel possible, je dirais. Et donc, on vient, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la maturité des activités, des projets, remplacer la charge issue des standards par une charge qui sera directement le fruit du travail des projets, hein, qui vont être capables d'exprimer l'activité qu'ils ont à faire dans leur projet en reste à faire, en reste à charge. Et ils vont en fait utiliser exactement la même décomposition basée sur des dates clés et des profils avec donc des charges par profil pour construire une charge et la positionner dans le temps. Et donc ça donne ce type de graphique que vous avez ici, donc avec là un graphique qui représente l'ensemble des différents profils de compétences pour l'ensemble des projets d'un des portefeuilles dont on parle là, avec chacune des couleurs qui représente en fait la charge pour un projet. Et puis on a donc une capacité qui apparaît, donc la petite ligne qu'on trace là ici, et on voit donc on peut faire des analyses comme ça d'adéquation de charge-capacité, et ensuite discuter bien entendu de la priorisation des options qu'on prend pour s'assurer qu'on est dans un mode d'adéquation cohérent par rapport à nos enjeux, à notre contexte et à ce qu'on est capable de piloter. Donc tout ça, ça se fait au niveau d'une revue de pilotage stratégique. Donc c'est très important parce que les instances de gouvernance sont très importantes et vont compléter en fait cette analyse charge capacitaire, bien entendu, pour partager l'information et prendre les décisions au bon niveau, avec, on verra tout à l'heure, une cascade d'instances qui justement permettent de prendre la décision au bon niveau. Voilà, donc typiquement ici, dans l'exemple présent, l'exercice consistait à analyser donc la charge à 18 mois avec systématiquement dans cette revue une priorisation des projets qui est faite et puis la validation de l'entrée au portefeuille. Donc c'est quelque chose de très important. Hein,
cet outil d'adéquation de charge-capacité, on s'appuie complètement sur cet outil pour valider également l'ouverture de nouveaux projets de développement, ce qui est très important pour apporter plus de visibilité et plus de sentiments de confiance vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis des équipes. Hein. On en a parlé tout à l'heure, dans nos équipes, on a des gens qui sont sur plusieurs projets, et effectivement, avant d'avoir cet outil-là, on empilait un peu les projets sans réellement considérer le reste à faire, donc on prenait des risques et on avait parfois des difficultés qui faisaient que le quotidien des contributeurs, hein, donc des collègues de travail, pouvait être difficile avec des changements de priorité très fréquents. Donc cette entrée au portefeuille via cette analyse de charge un peu macro qui peut être faite au départ par des choses simples, par des standards, sans avoir vraiment de charge affinée, eh bien c'est une donnée de sortie importante de cette revue un peu de pilotage stratégique. Voilà. Et puis le troisième élément qu'on analyse au cours de cette revue, hein, juste le dernier point, c'est la perspective de besoins à long terme avec bien entendu des réflexions sur est-ce qu'on a les bonnes ressources, est-ce qu'on a les bons niveaux de compétences, comment anticiper. Voilà. Le deuxième niveau dont a parlé Pierre-Antoine tout à l'heure, c'est donc le niveau tactique, où là on vient travailler à un horizon de temps à 6 mois, toujours plutôt orienté, même très clairement orienté sur les profils et pas encore à la personne. Donc là on est sur un travail qui est directement proposé. Donc la charge est directement proposée par les chefs de projet et par leur équipe. Et on vient positionner ça dans le même outil, hein, c'est à peu près la même chose. Et là, on vient raisonner vraiment métier par métier. Donc la vision stratégique concatène généralement l'ensemble des bureaux d'études pour avoir une vision un peu plus macro de l'ensemble des contributions au niveau de la BU. Et alors qu'au niveau tactique, on va raisonner vraiment par bureau d'études. Mais le principe est le même. Hein. On a donc une capacité qui est issue des effectifs dont on dispose et de du pourcentage de temps qu'ils vont passer sur le métier développement produit. Et puis on vient regarder l'adéquation de cette capacité par rapport à la charge qui est remontée par les projets. Donc là, l'exemple montrait qu'on était il y a un code couleur. Hein. On peut adresser des projets qui sont actuellement en portefeuille, donc là c'est la couleur orange, et puis des projets qui sont soit prêts à démarrer, la couleur verte, donc prêts à rentrer au portefeuille moyennant le passage d'un jalon qu'on appelle chez nous le jalon 1 pour l'entrée au portefeuille, et d'autres projets qui sont peut-être en prévision, qui sont en gris ici. Donc là on voit très bien que il y a dans l'exemple présent qu'on ne pouvait pas sereinement rentrer de nouveaux projets au portefeuille, et donc à ce moment-là on a décidé de reprioriser certains de ces projets. Et de reprioriser également certaines actions au sein de certains des projets. Cette analyse tactique permet de rentrer un peu dans une analyse plus fine où on vient extraire des données profil par profil. On peut le faire également au niveau de la vision stratégique, mais bon, c'est souvent plus au niveau de la vision tactique, donc des responsables métiers au sein d'un bureau d'études et des chefs de projet qu'on vient faire cette analyse pour adresser telle et telle compétence. Donc là, on a les fameuses 9 compétences dont on parlait tout à l'heure pour ce qui concerne mon métier, mon domaine d'activité. On a donc le chef de projet, les pilotes de l'eau, le concepteur mécanique, etc., etc. Je ne vais pas tous les mentionner. Et donc, cette analyse un peu plus fine nous permet de venir adresser spécifiquement par compétence, par profil, des problématiques particulières et vraiment rentrer dans des décisions un peu plus concrètes de planification et de décisions qui peuvent également être prises par les acteurs projet, par les chefs de projet et les pilotes directement, ce qui est très intéressant parce qu'on a cette possibilité de plus de transparence aussi. Alors, hop. L'écran vient de se couper. Hop. Vous ne voyez plus l'écran? Ouais, Non, c'est pas. Mon écran vient de se mettre en veille, mais c'est bon, c'est revenu. Donc je ne voyais plus l'écran. Donc effectivement, quand on passe à l'analyse par profil, toujours dans ce mode tactique, on vient donc voir chacun des projets donc, qui constituent une couleur pour un seul profil et
et on peut analyser ici quel projet met en péril en fait l'adéquation charge capacitaire, quel transfert on va pouvoir imaginer d'un profil à l'autre quand c'est possible, parce qu'on a des personnes qui ont plusieurs compétences généralement, donc c'est comme ça qu'on vient ajuster au mieux pour obtenir une adéquation correcte. Voilà. Alors le dernier niveau dont Pierre-Antoine a parlé, donc c'est le niveau opérationnel, où là on vient vraiment travailler sur la planification d'activité à la personne et non plus au profil. Pour cela, on a travaillé la mise en place, l'évolution d'une réunion hebdomadaire qu'on avait au sein de l'équipe pour échanger sur le travail à fournir sur un horizon de temps court. Et on a construit donc un outil basé sur le principe du management visuel, avec une planification qu'on a essayé de représenter sur 4 semaines, avec une anticipation des tâches pour chacun des contributeurs, des membres de l'équipe, qui vient proposer au reste de l'équipe sa vision des choses sur son activité pour les prochaines semaines. Donc on raisonne à semaine plus 3 et semaine moins 1. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les pilotes de l'eau et les chefs de projet viennent aussi apporter leur vision de l'activité qui doit être faite et proposer éventuellement une affectation de tâches à d'autres membres de l'équipe. Et ça donne beaucoup de visibilité, ça permet un échange en direct. Pour une équipe comme la mienne qui est multitâche et avec des contributions mélangées sur plusieurs projets, ça facilite aussi les échanges pour arbitrer et faire en sorte que les arbitrages soient partagés, transparents et donc au final beaucoup plus facilement acceptés. En tout cas, oui, je dirais ça, beaucoup plus facilement accepté. Donc, on voit également apparaître, donc la logique, on la décrira peut-être un tout petit peu plus tard. La logique, c'est que chaque semaine, les personnes viennent se projeter sur le travail de la semaine à venir et éclairent le travail à 2 semaines. Et en début de réunion, on commence par faire l'analyse de ce qui n'a pas été fait la semaine précédente, de manière à replanifier ce qu'il doit être parce que c'est important. On fait à ce moment-là les arbitrages. Et on adresse également un certain nombre donc on sort quelques indicateurs de performance de l'équipe par ce biais-là, et on adresse également un certain nombre de difficultés qui peuvent revenir pour aussi identifier des pistes d'amélioration sur le moyen terme. Donc c'est aussi un outil qui nous sert à ça. Voilà. Bon, je pourrais dire également que cet outil de planification opérationnelle, en fait, il y a aussi une organisation de la réunion qui est assez cadrée, c'est-à-dire qu'on commence par un partage d'informations générales avant de rentrer vraiment dans la planification de la semaine, donc ça c'est important. C'est aussi le moment où on se passe les informations entre nous. Ensuite, il y a un rappel des priorités, ça c'est aussi très important, donc on ne voit pas à l'écran, mais on a un indicateur de priorisation de nos différents sujets. Et donc, chaque semaine, le responsable métier, en l'occurrence moi, pour le cas présent, et les chefs de projet viennent expliciter les attendus pour la semaine ou pour les 2 ou 3 semaines qui viennent. Et puis ensuite, donc, on rentre dans cet échange où les uns et les autres présentent leur planification et où on arbitre en fonction de ces mêmes priorités. Voilà. Donc tout ça, toutes ces différentes instances et ces différents outils de pilotage de la charge sont associés en fin de compte à un mode de gouvernance qui permet donc de faire intervenir l'ensemble des éléments de l'organisation et des processus pour la prise de décision, basés sur des données qui sont plus factuelles grâce à ces outils de gestion de la charge. Et donc, on voit ici sur ce graphique l'ensemble des instances qui ont été mises en place. Donc, il y a des principes généraux. Donc, effectivement, on l'a dit, le pilotage de la charge est construit sur 3 niveaux, donc opérationnel, tactique, stratégique. Et donc, à chaque fois, chacun de ces logiques-là va se retrouver dans une chaîne de réunions qui va permettre de faire en sorte que s'assure que les ressources sont mises à disposition des projets correctement, que chacun des points durs soit remonté au bon niveau
pour la prise de décision. Et donc, on l'a dit, hein, tout ça se fait avec des choses qui sont beaucoup plus factuelles et des mises en forme qui permettent qui nous ont en tout cas permis, nous, d'évacuer un certain nombre de sous-entendus ou en tout cas de sentiments de subjectivité. On est beaucoup plus sur des interactions objectives et qui sont au final beaucoup plus constructives. Donc, vous avez le graphique qui indique un peu quels sont les interlocuteurs qui interviennent selon les différentes instances. Donc, il y a le code couleur. Donc, l'opérationnel se traite sur des réunions ad hoc pour tout ce qui concerne la vie des sujets, la vie des projets. Et puis, donc, on a une réunion pilotage métier, donc qui est la réunion hebdomadaire de pilotage par métier, donc par bureau d'études en l'occurrence, donc qui inclut donc le responsable bureau d'études, les chefs de projet, les chefs de produits et les pilotes et les contributeurs. Ensuite, mensuellement, on travaille plutôt au niveau tactique, donc via 2 instances. Une instance de mercato qui est vraiment une instance où on partage les problématiques de disponibilité entre les chefs de projet et les responsables métiers. Et puis, en parallèle, on a une revue de pilotage du portefeuille local, donc avec les responsables locaux qui correspondent aux équipes en question, donc bureau d'études, méthode, production, pour arbitrer sur un certain nombre de sujets qui traitent de la vie des projets. Et le dernier niveau dans notre chaîne de gouvernance, donc c'est une revue trimestrielle qui s'appelle la revue de pilotage stratégique du portefeuille, dans laquelle on va prendre des décisions de ce qui aura été, ce qui n'aura pas pu être décidé à un niveau local. Donc là, au niveau vraiment du management de la business unit. Voilà. Pour mettre en place ce qui vous a été présenté, on a listé plusieurs prérequis. Parce que bien évidemment, pour faire de la charge CAPA, s'il n'y a pas de planning ou de plan de charge, ça paraît compliqué. Un deuxième prérequis, c'est la définition de standards. Donc, il y a un travail qui a été fait avec les équipes d'engineering pour, eh bien, comme l'a expliqué François, définir des standards par type de projet afin d'allouer, quand un nouveau projet est lancé, allouer ce projet à un standard et donc du coup d'avoir une projection au niveau de la charge en fonction de la durée du projet. Des référentiels de compétences, donc ces profils que l'on vous a présentés, et ces profils sont alloués aux ressources. Des rôles et responsabilités partagés, clairs et partagés, donc qui est responsable de quoi, et notamment entre le projet et le métier. Le projet, lui, a des objectifs QCD et le métier, lui, a les ressources et les compétences qu'il alloue au projet. Des instances de décision qui viennent de vous être présentées, bien figées, structurées avec des inputs attendus, des outputs également, et puis un agenda bien structuré. Et puis, une maîtrise de la gestion de projet au global. On parle de planning, de gestion des ressources, de gestion des coûts, etc. Évidemment, une culture de l'engagement. C'est-à-dire que ces différentes instances conduisent à des décisions. Et donc, du coup, ces décisions, eh bien, il faut les respecter, entre guillemets. Et cette culture de l'engagement, elle doit être diffusée au sein des équipes pour répondre, in fine, aux clients et du coup aux enjeux business de l'entreprise. Donc, pour ce qui concerne Radial, donc la mise en place de cette stratégie de gestion des ressources donc, a permis d'apporter 5 grands bénéfices et donc de répondre aux enjeux du business. Donc, d'abord, on l'a dit, les discussions sont basées sur des éléments factuels. Voilà. Donc, deuxième élément, c'est une application de responsabilisation de l'ensemble des fonctions et un meilleur alignement sur les priorités. On a quelque chose qui est beaucoup plus lisible, comme voilà, avec en particulier là, ce qui est très important, c'est la mise en place de ces différentes réunions qui constituent la gouvernance globale. Donc ça amène beaucoup sur le partage des priorités. Donc une amélioration des engagements calendaires. Il y a une meilleure maîtrise en fait de l'activité et de notre capacité à faire.
Quatrième point, c'est donc l'identification de nos compétences critiques, et donc la mise en place de stratégies de renforcement via du recrutement ou des formations, voilà, ou en tout cas du pilotage en tout cas. Et puis le dernier point, donc la mise en place de standards qui nous permettent de modéliser la charge à moyen long terme. Donc ça, c'est des choses qui nous font rentrer aussi dans une logique d'amélioration continue parce que on voit des choses à optimiser, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. On vous remercie du coup pour votre attention et du coup on saura si vous avez des questions, des commentaires, envie d'en discuter, un partage de vos expériences. J'ai vu une première question à Pierre-Antoine qui était posée par Sophie Poteau qui parlait des outils, qui demandait quel outil recommander pour commencer à structurer les procédés d'une Si je peux juste vous interrompre quelques secondes, il faudrait peut-être laisser la parole à Christophe Bentanax. Ah, pardon, désolée. Et puis revenir aux questions peut-être de manière à peut-être les grouper. Voilà. Et désolée, je me suis emballée, j'étais partie sur les questions. Et c'est normal, donc on va attendre que d'autres questions arrivent aussi, je l'espère. Et là, on passe la parole à Christophe. Merci Sylvie. M'assurer que l'écran est bien partagé. Donc, merci, bonjour. Donc, très rapidement, j'ai évoqué le programme régional Industrie du futur, dans le cadre duquel ce webinaire et la série dans laquelle il s'inscrit sont organisés par la CCI. Je vais avoir un petit problème de défilement, je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc, c'est un programme mis en place par la région en février 2020 qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'État, 10 000 accompagnements, dont l'objectif national est d'accompagner 10 000 entreprises de 2020 à 2022 vers l'industrie du futur. En région, nous avons visé un objectif de 400 PME et ETI sur cette période, pour un budget global qui est de 6,8 millions d'euros, un cofinancement de l'État de 3,2 millions sur ce programme, et un montant d'aide aux entreprises accompagnées qui peut aller de 6 000 à 21 000 euros. Ce parcours, son objectif, c'est d'aider les TPE, les PME et les ETI industriels de la région à bien préparer leur transformation vers la 4e révolution industrielle, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur degré de maturité par rapport aux nouvelles technologies 4.0. Il se matérialise par un accompagnement amont, et donc une prestation de conseil pour aider les entreprises à construire une stratégie de transformation, les aider à identifier leurs leviers de compétitivité, de croissance, d'attractivité, et surtout les inciter à s'engager dans une démarche de transformation qui soit à la fois significative et durable. Au-delà de ce parcours, bien entendu, l'objectif, c'est de préparer une stratégie de déploiement qui peut mobiliser, bien entendu, tout le panel des dispositifs d'aide mis en place par la région, mais aussi par l'État, pendant ou à l'issue du parcours, pour faciliter l'accès aux ressources, que ce soit les ressources humaines, technologiques, de conseil, et pour financer des projets d'investissement ou d'innovation dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Ce parcours, il se décompose en 2 phases. Une première phase qui est un accompagnement court de 5 jours et qui s'appuie sur un diagnostic systémique 360 degrés, dont l'objectif, au-delà du simple diagnostic, est de permettre d'élaborer une feuille de route à 24 mois et de définir un périmètre d'intervention pour les experts sur une deuxième phase d'accompagnement approfondi, de définir les actions ou les expérimentations à déployer. Donc ce parcours de base de 5 jours est financé à 100% par la région et l'État, ce qui représente une aide de 6 000 euros par entreprise.
L'objectif, bien entendu, c'est d'inciter les entreprises à poursuivre sur cette deuxième phase d'accompagnement sur mesure, qui permet d'aller jusqu'à 25 jours de conseils supplémentaires. L'objectif étant de déployer cette feuille de route sur des leviers de transformation prioritaires et de mettre en œuvre des premières expérimentations ou POC, de réaliser des business plans, de calculer les ROI sur les investissements et déploiements nécessaires. Cette deuxième phase, elle bénéficie d'un financement à 50%, là aussi sur le financement État-région, ce qui peut représenter une aide directe de 15 000 € maximum sur la durée de cette deuxième phase. Un petit mot de l'esprit et de la philosophie de l'accompagnement tel que la région a souhaité le mettre en place. La région a vraiment voulu proposer une offre la plus transformante possible et inscrire cette transformation industrie du futur, qui est souvent réduite à des seuls enjeux technologiques ou numériques, dans une approche beaucoup plus globale et systémique de la performance de l'entreprise. Au travers de ce DIAC 360 et de cet accompagnement, ce qui est important et ce qui est demandé aux prestataires qui nous accompagnent, c'est bien d'identifier les facteurs déterminants dans le processus de transformation d'une entreprise et surtout leurs interrelations et leurs impacts sur l'ensemble des processus opérationnels. Ces facteurs stratégiques, on les a synthétisés autour de 7 grands leviers. Le premier, et qui conditionne toute la stratégie de transformation dans l'entreprise, c'est bien entendu la vision stratégique du dirigeant. Le deuxième, c'est le levier technologique et numérique, de toutes les nouvelles technologies de production avancée, qu'on parle de fabrication additive, d'intelligence artificielle, d'IoT, de robotique, et bien entendu de cybersécurité, qui est le corollaire indispensable. Étant entendu que le numérique n'est pas une fin en soi, le technologique n'est pas une fin en soi, mais bien un outil au service d'une stratégie globale et de la performance. Donc la performance industrielle, le cœur usine, les enjeux de performance organisationnelle avec les sujets liés à la qualité, à l'entreprise étendue, la performance environnementale et énergétique, qui est un enjeu fort de performance auquel la région est très attachée dans le cadre de cet accompagnement. Le volet humain, qui est au cœur de cette transformation, que ce soit en termes d'accompagnement, d'acceptabilité du changement, mais aussi de management des compétences et des savoir-faire qui sont nécessaires pour opérer cette transformation. Et enfin, un dernier volet, un dernier levier axé sur la performance économique et notamment les nouveaux modèles qui sont ouverts par la digitalisation autour notamment du développement de la servicisation de l'économie de service. C'est sur la base de cette approche systémique que la région a référencé donc le cabinet SILAD et à ses côtés 6 autres cabinets. Ce qui était demandé dans le cadre de ce référencement, et ce n'était pas forcément de disposer de cabinets qui soient des spécialistes d'un levier technologique ou d'un secteur d'activité en particulier, mais bien des cabinets qui sont en capacité de déployer une méthode d'architecte qui permettent de répondre à cette approche globale. Il était important également que ces cabinets ne soient pas offreurs de solutions technologiques et de pouvoir être donc des tiers de confiance pour l'entreprise et qu'ils aient une expérience éprouvée, comme je disais, dans l'industrie du futur et dans la transformation des entreprises plutôt que dans un secteur ou un levier technologique particulier. Cette approche systémique 360, et ça a été assez bien illustré par le témoignage de Radial et du cabinet SILAD, elle permet d'aborder des problématiques, de nombreuses problématiques qui ont été mises en exergue par la crise sanitaire. On répond par ce programme Industrie du futur à un besoin fondamental et de long terme, d'une meilleure appropriation par nos PME des nouvelles technologies du numérique. Mais ce besoin a été considérablement accéléré par les enjeux de la crise sanitaire, qu'il s'agisse de mettre en place du travail ou du pilotage d'activités à distance,
d'opérer une bascule digitale très rapide, d'adapter le pilotage de l'entreprise dans un environnement qui est devenu très incertain et qui risque de le rester encore pour quelques temps, pour mettre en place des nouveaux modes d'organisation plus agiles, pour rendre son outil de production beaucoup plus flexible, être capable d'adapter ses capacités de production, mais aussi ses lignes de produits dans des délais très courts. Et donc, la façon dont il est pensé et mis en œuvre, aujourd'hui, on fait un outil particulièrement adapté pour les entreprises régionales pour engager une phase de rebond vers un modèle industriel qui soit plus performant, plus résilient et surtout plus durable. Et en ce sens, voilà, cet outil aujourd'hui est vraiment positionné comme un outil privilégié dans le cadre des plans de relance de la région. À ce jour, le programme a été lancé au mois de février, mi-février, en comptant les mois de confinement strict au mois de mars-avril, qui ont fortement impacté les dynamiques d'accompagnement des entreprises, qui avaient bien entendu d'autres priorités à beaucoup plus court terme que de recourir à des prestations de conseil. Aujourd'hui, ce sont un peu plus de 90 entreprises qui se sont engagées dans ce programme, une quarantaine dont la candidature est en cours de validation. Les candidatures se font au fil de l'eau, il n'y a pas de calendrier particulier. Les dossiers sont validés par la région sur un rythme d'une fois par mois environ. Pour déposer les dossiers, donc il faut accéder au web entreprendre la région.fr dont l'adresse s'affiche normalement à l'écran. Il y a une simple formalité, il faut créer un compte pour l'entreprise, choisir un référent au sein du réseau. Donc un référent, ça peut être votre conseiller auprès de la CCI locale ou de la chambre de métier, le conseiller économique de votre communauté de communes, ou communauté d'agglo ou métropole, l'agence ad hoc. Ils sont indiqués lors de votre inscription sur le hub. Voilà. Je suis à votre disposition sur les quelques minutes qui nous restent pour répondre à des questions éventuelles sur ce programme. Je vous remercie. Merci Christophe. Bien, donc on revient, Laurence, à la question que vous aviez commencé à lire. Voilà, je la redonne de Madame Sophie Poteau. Quels outils formels recommanderiez-vous pour commencer à structurer les procédés d'une petite start-up? Pour le cadre Radial, pour l'instant, on est resté sur de l'Excel. Qui aura peut-être, et là je laisserai François en parler, qui aura peut-être la vocation de rentrer ensuite dans un outil du marché. Mais dans un premier temps, tout ce qui a été présenté là a été modélisé sous Excel, ce qui donne l'avantage d'être peu cher quand vous l'avez dans votre suite directement et qui permet de la flexibilité dans un premier temps pour savoir exactement ce que vous voulez piloter et comment vous voulez le piloter. Donc ça donne une forme de flexibilité qui est assez appréciable. Après, il y a pas mal d'outils dans le marché qui peuvent le faire. Nous, on n'est pas lié à des éditeurs, donc je n'ai pas de problème à vous parler des outils qu'on voit sur le marché. Il y a des petits outils, quand je dis petits, c'est des outils assez légers qui font ça bien. Il y a un outil qui s'appelle Asana. Ensuite, dans des outils un peu complets de gestion de projet, vous allez avoir 6 formats. Vous allez avoir Orchestra, vous allez avoir Genius Project. C'est les quatre qui me viennent à l'esprit, qu'on connaît ou qu'on a eu déployés ou qu'on a vu chez des clients. Mais Excel peut faire très bien ça au départ. Je ne sais pas si François… Je peux rajouter que c'est effectivement Silad qui nous a aidé à développer l'outil sous Excel. Il y a une base il y a quelques macros, puis surtout pas mal de tableaux croisés dynamiques. Donc il y a eu un travail fait par un des collègues de Silad. Nous, on est en train effectivement d'utiliser, d'imaginer nos propres outils en fait basés sur des. Nous, on utilise la suite Google, donc basée sur des outils type Drive qui ont l'avantage, comme d'autres, de permettre plus d'interaction, plus de partage
pour saisir les données et les mettre en forme. Donc, mais je pense qu'effectivement, pour nous, on souhaite rester sur quelque chose d'assez simple, d'assez évolutif, qui puisse être relativement bien paramétré pour les différents utilisateurs, sachant que pour ce qui concerne Radial, on a des métiers différents un petit peu selon les différentes business units. Donc, on doit adapter un modèle pour différents profils, un nombre de profils qui diffèrent d'une équipe à l'autre, des standards qui vont pas être les mêmes également, avec des horizons de temps qui peuvent être un peu différents. Voilà. J'espère, Sophie, que nous avons répondu à votre question. Et dans l'espace conversation, je ne vois pas d'autres questions. Non, moi non plus. Est-ce que les intervenants ont un point à rajouter, Alors, nous avons une autre question. Oui, c'est une question. Merci pour cette présentation. L'exercice opérationnel gère la charge demandée par chaque projet. Comment est prise en compte la notion de priorisation? Exemple, projet devant aboutir, résultat à obtenir avant telle date, qui affecte directement un profil ou une personne en particulier. Alors, je vais répondre. Du coup, au niveau de Radial, hein, ce qui est clair, c'est que la revue opérationnelle, elle est pilotée par un responsable métier. Donc, là, en l'occurrence, on parlait d'un métier bureau d'études. Donc, c'est le responsable du bureau d'études avec les informations dont il dispose qui fait l'arbitrage final pour les membres de son équipe. Et puis, bien entendu, quand il y a des cas où le responsable métier ne peut pas décider seul, on va remonter la question donc à l'instance de gouvernance supérieure, hein, qui va faire intervenir des personnes qui sont habilitées à prendre des décisions au niveau supérieur, tout simplement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un échange qui se fait avec les différents acteurs de l'équipe, et parfois on peut changer de décision suite à la discussion directement en direct, ce qui nous fait gagner quand même un temps précieux et parfois aussi nous fait prendre des meilleures décisions que simplement si on avait raisonné tout seul dans notre coin. Ce qui est important en complément de ce que tu dis, François, c'est que la problématique que vous pouvez avoir de temps en temps quand il y a des projets qu'il faut reprioriser entre eux et qui vont affecter plusieurs fonctions, plusieurs métiers, hein, ce qui peut être le cas quand vous avez sur un projet des ressources de bureau d'études, mais aussi des achats, des opérations, de la qualité, du marketing qui sont engagés. Il ne faut pas que chaque métier priorise tout seul dans son coin l'ordre des projets. Donc, ce qu'évoquait François, c'est aussi vrai dans un point de vue transversal, cross-métier, pluridisciplinaire, pour être capable, dans une instance qui est multifonctionnelle, de prendre et de s'aligner sur la priorité qui va être celle du projet prioritaire, qui sera le même pour toutes les fonctions qui vont contribuer à ce projet, pour éviter des désalignements de priorité d'un métier à un autre sur le même projet. Une autre question, savez-vous évaluer les gains de productivité liés au conflit de ressources? J'imagine que c'est les gains de productivité liés au fait qu'on résout les problèmes de conflit de ressources. Alors, on peut demander si la personne peut expliciter. C'est le fait de mettre en place un pilotage des ressources. Vas-y, je te laisse. Pendant que la question est peut-être précisée, aujourd'hui, donc pour Radial, c'est encore un peu tôt. On n'a pas de retour sur l'intérêt de la démarche en termes vraiment concrets d'amélioration sur les KPIs, mais on est assez confiant sur le fait que ça va améliorer les choses parce qu'en fait tous les acteurs qui participent aux différentes instances qui utilisent ces outils de pilotage remonte quand même une sensation de satisfaction, hein, déjà par rapport à la façon dont on travaillait préalablement. Donc ça va amener des bénéfices, c'est certain. Clairement, sur la problématique des conflits de ressources, maintenant avec ces outils-là, on voit les problématiques de charge sur ces ressources-là. On est en capacité de préciser, de rentrer dans une information qui est factuelle, donc qui permet de présenter
où est la problématique par compétence, par projet et par date, ce qui aide beaucoup quand même à la décision et ensuite aux arbitrages. Un élément peut-être sur lequel tu peux peut-être parler, François, c'est le retour que tu nous avais fait et que Luc nous avait fait sur le fait que ce pilotage des ressources vous avait aidé dans la phase de crise Covid, au moment où il avait fallu mettre en place peut-être une restriction de capacitaire. Vous avez permis d'identifier les projets à mettre en stand-by, ceux à accélérer, etc. Vous aviez pu gagner peut-être de l'agilité dans la prise de décision en période de crise. Oui, alors effectivement, ces outils qu'on utilise donc sont des outils qui sont maintenus en temps réel, donc on a des fréquences mensuelles pour la plupart des mises à jour, ce qui fait qu'on a une vision qui est disponible tout le temps, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Dans mon métier de développement, on avait des mises en place un petit peu artificielles avec basées sur les expériences des uns et des autres, pardon, de prévision qu'on faisait à l'année ou en tout cas à chaque budget, par exemple, ce qui fait qu'au moment où les crises arrivaient, où les arbitrages rapides devaient être faits, les données n'étaient pas disponibles et donc l'exercice était quasiment impossible. Donc effectivement, aujourd'hui, on a cet outil qui nous donne des éléments en permanence et effectivement, donc dans les phases de crise, comme on le connaît actuellement, on a donc tout à fait capacité à prendre des décisions de priorisation, d'arrêt de certains développements, de refus de certains appels d'offres, ce qui doit nous permettre dans le futur effectivement de concrétiser ça par des améliorations au niveau de nos indicateurs généraux. Voilà, je ne vois plus de questions, donc je pense si vous n'avez pas d'autres points à rajouter, il est temps de conclure et de remercier bien sûr tous les intervenants. Donc, comme je le disais en introduction, je rappelle que cette vidéo sera disponible en replay sur la page Facebook de la CCI Toulouse et que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube de CCI Occitanie tous les webinaires qui ont été enregistrés en 2020 et ceux à venir évidemment de 2021. Et puis, un dernier rappel pour toutes les questions aussi liées aux mesures d'aide en lien avec la crise actuelle. Vous pouvez vous connecter sur le site de la CCI de Toulouse pour retrouver un maximum d'informations à ce sujet. Je vous dis à très bientôt et je souhaite un bon après-midi à tout le monde. Merci encore pour ces échanges, voilà, et ce webinaire. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.